Ben, je remercie tout le monde d'être là en si grand nombre, 55 personnes. C'est vraiment le fun de vous avoir tous là dans ces circonstances un peu particulières. Puis, je vous remercie aussi pour toutes les inspirations de design d'intérieur. C'est vraiment le fun de visiter les salons puis les cuisines de tout le monde comme ça. Tout en même temps. Fait que c'est ça. Maude, quand tu veux, tu pourras faire le mot de bienvenue. On va commencer tranquillement. Puis sinon, ben là, on a aujourd'hui de prévu quatre volets à la formation. Le premier, c'est vraiment présenter un peu les enjeux du stationnement. Qu'est-ce que c'est les impacts des stationnements en ce moment, positifs et négatifs. Ensuite, les solutions réglementaires et d'aménagement qu'on a développé à travers un guide de bonnes pratiques et puis une recherche en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Et puis, on va faire des études de cas avec Denis Massy, l'architecte paysagiste, et Geneviève Michon, qui est coordonnatrice de projet en environnement à la ville de Gatineau. À la fin, on va avoir une petite activité de priorisation ensemble, où est-ce que je vais vous mettre en différentes salles. Donc, vous allez vous retrouver en petits groupes, puis vous allez pouvoir discuter. À ce moment-là, dans le fond, c'est bien simple. Vous allez pouvoir discuter entre vous. Il va y avoir un animateur par salle. Et puis, pour discuter, je pense que c'est plus facile quand on a la caméra qui est activée. Là, pendant qu'on fait les présentations, ce n'est pas nécessaire, mais c'est le fun de pouvoir parler à des gens. Puis pour prendre la parole, on peut soit lever la main comme ça, ou on peut l'écrire dans le chat que vous voulez parler, puis l'animateur vous donnera la parole à ce moment-là. Donc, puis si jamais vous voulez intervenir pendant n'importe quelle présentation, n'hésitez pas justement à nous l'écrire dans le chat ou si vous êtes visible à lever la main. Euh, sur la vue de on ne voit pas les caméras de tout le monde, donc, parce qu'il y a beaucoup de gens connectés. Donc, si vous levez la main, ça se peut que je ne vous vois pas. Peut-être c'est préférable de l'écrire dans le chat. Donc, voilà, on va pouvoir commencer. Maude, est-ce que tu es prête? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, on OK. t'entend. Il faut Super. juste Je que te laisse j'ouvre. commencer. Merci. Il faut juste que j'ouvre mon document. OK, je l'ai. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Maude Marquis-Bissonnette. Je suis conseillère municipale à la ville de Gatineau et je préside aussi la commission sur le développement du territoire, l'habitation, l'environnement. D'ailleurs, Benoît Delage, le directeur général du Credo, est aussi membre de cette commission-là. Et dans les derniers mois, en fait, depuis l'automne, on a travaillé à implanter à la ville de Gatineau, dans le cadre de ce qu'on appelle l'exercice de concordance, qui est la concordance des règlements d'urbanisme suivant l'adoption du schéma d'aménagement, qui est une obligation des MRC. Gatineau étant une MRC-ville, on a un schéma d'aménagement. Et donc, dans le cadre de cette concordance-là, on a mis en place des mesures pour les stationnements éco-responsables. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le guide qui a été développé par le Credo, puis on l'a intégré à notre réglementation. On a fait des modifications au règlement d'urbanisme notamment. Puis on va continuer aussi là, par le reste de la concordance d'intégrer ces modifications-là. Je remercie l'équipe du Credo, donc Gabriel, pour son leadership dans l'organisation de l'atelier ce matin, puis y compris face aux mesures actuelles là, qui visent à limiter la propagation du virus dont on ne mentionnera pas le nom. Je veux remercier aussi Benoît, qui est le directeur général, pour son leadership dans l'Outaouais pour faire en sorte qu'on réduise notre empreinte écologique, qu'on devienne plus résilient face au changement climatique, puis aussi qu'on préserve tout ce qui fait la réputation de notre région, soit la nature. Et je remercie et salue aussi tous ceux qui se joignent à nous ce matin, qui restent chez eux, qui demandent de la solidarité, puis qui souhaitent aussi continuer à faire en sorte de lutter contre les changements climatiques, puis faire en sorte que notre ville ou nos villes soient plus belles. Les stationnements écologiques sont importants pour aborder plusieurs problèmes, notamment les îlots de chaleur. On sait que les îlots de chaleur ont un impact énorme sur la qualité de vie, y compris la santé des individus. La question des eaux de ruissellement aussi, à la fois la quantité et la qualité des eaux qui ruissellent vers nos cours d'eau. La qualité générale de l'air, notamment par accroître la présence d'arbres dans ces espaces-là. Puis aussi, limiter les coûts associés aux îlots de chaleur, notamment la climatisation, la canalisation. Alors voilà. Il y a eu plusieurs exemples dans notre ville. En fait, ça fait quelques années que les villes, dont Gatineau, se penchent à améliorer leurs pratiques en matière
de stationnement. On a fait plusieurs essais, certains plus concluants que d'autres. Mais maintenant, il y a des modèles qui fonctionnent et notamment, on a implanté, puis Mme Michon, qui est employée de la Ville de Gatineau, qui va aussi faire une présentation plus tard, va vous parler, je pense bien, de l'exemple du lac Beauchamp, où, bon, c'est un lac, c'est un espace vert, c'est le poumon du secteur ouest, du secteur est de la Ville de Gatineau. Et à cet endroit-là, il y avait un problème de pollution du lac et notamment une des mesures qui a été mise en place, c'est de revoir l'aménagement du stationnement, ce qui contribue à la qualité de l'eau du lac Beauchamp. Mais on a aussi expérimenté à Gatineau, comme dans bien d'autres villes, des contre-exemples. Et il faut absolument arrêter de construire ces contre-exemples-là. Et donc, la ville de Gatineau a étendu à tous les stationnements de 10 cases et plus des obligations pour les rendre écologiques. Donc, dans le nouveau règlement, en fait, c'est les nouveaux règlements sur le bâtiment vert qu'on a adopté au début de l'année. On a amené certaines obligations, notamment l'obligation d'un recouvrement pâle ou végétalisé pour 20 de la surface dans les stationnements résidentiels de 10 voitures ou plus, ou 20 cases, 20 voitures pour les autres affectations, les autres usages. On a obligé les îlots végétalisés avec arbres qui peuvent capter l'eau dans les stationnements de 20 voitures et plus. Des obligations de plantation d'arbres aussi, là, on a imposé un objectif de canopée pour les arbres à maturité de 40 ce qui étaient des pratiques là, qui étaient déjà développées dans d'autres villes au Québec et qu'on a amenées chez nous. Il y a aussi des choix là, qui se font, mais pour les stationnements de 20 cases ou plus, on veut que la moitié des cases de stationnement ou les allées d'accès doivent être des matériaux perméables. Puis en plus de ça, la moitié des allées piétonnes doivent être perméables ou 30 du terrain non construit. Donc, notamment les espaces verts, doivent faire l'objet d'aménagements paysagers végétalisés. Notamment, on a cherché à limiter l'usage du gazon. Donc, on veut, notamment parce qu'il n'absorbe pas autant d'eau de pluie que d'autres espèces. Donc, on veut une diversité au niveau des aménagements paysagers. Et les espaces de stationnement de 50 cases ou plus doivent comprendre au moins une prise de recharge pour les véhicules électriques, incluant au moins une prise de recharge rapide. Et ces cases doivent avoir un recouvrement pâle ou végétalisé. Toutes les résidences aussi de l'unité familiale ou multilogement doivent comprendre des prises de recharge électrique. Et ça, on est une des seules villes au Québec d'ailleurs qui le font, pas tant pour l'unité familiale, mais plus pour le multilogement. Et ça vient passer chez nous, ça va bien. Donc, je suis heureuse du lead du Credo sur le sujet. On peut faire avancer des sujets environnement. En fait, si on veut le faire, c'est important d'avoir une base. Puis le Credo nous a vraiment aidé en développant ce guide-là qu'on a été capable de mettre en place dans notre réglementation. Et je vous invite aussi à le consulter si ce n'est pas encore fait. Puis pour moi, les stationnements éco-responsables font partie d'un cocktail de solutions pour avoir des villes plus vertes et plus durables. On sait que ce n'est pas la seule façon de lutter pour réduire notre empreinte écologique puis limiter les changements climatiques. Mais ça fait partie d'une des façons de le faire. Puis chez nous, je pense qu'on a démontré du leadership à cet égard-là. En conclusion, je veux dire que je ne veux pas rester avec vous toute la matinée. D'abord, j'ai d'autres rencontres, puis j'ai aussi des enjeux de conciliation travail-famille. Je ne pense pas que que mon fils me permettrait de rester 3 heures devant un ordinateur, mais je suis certaine que vous êtes en bonne main pour la suite. Je vous remercie de votre attention, puis bon courage à tous et toutes dans la pandémie qu'on connaît actuellement. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil, Maud. Puis, ben oui, effectivement, comme tu dis, les stationnements, c'est une solution parmi tant d'autres, mais ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est une solution qui est à notre portée. Tu sais, les enjeux climatiques, c'est un enjeu tellement complexe. Puis je pense que ça, on a vraiment le pouvoir de le changer. Puis c'est pas si compliqué que ça. On va pouvoir découvrir comment bientôt. Donc, merci beaucoup d'être venu nous présenter ça. On va pouvoir poursuivre avec Benoît, qui nous a préparé, dans le fond, une présentation sur justement différentes solutions à l'aménagement, puis à la gestion et à la réglementation aussi des stationnements pour en faire des stationnements éco-responsables. Peut-être que juste avant ça, c'est peut-être pas clair c'est quoi un stationnement éco-responsable, puis je peux peut-être juste expliquer rapidement, c'est qu'il n'y a pas de définition fixe à ce qu'est un stationnement éco-responsable, puis c'est vraiment une grande variété de possibilités qu'on a de le transformer, soit en faisant du verdissement, par exemple, ou avec différents types de cases. Là, Benoît va pouvoir vous présenter différentes solutions, mais c'est vraiment de dire c'est quoi toutes les fonctions qu'on peut donner à un stationnement qui vont au-delà de seulement y garer sa voiture. Fait que je vais laisser Benoît nous présenter tout ça.
Merci Gabriel, merci Maude. Euh, Avant de poursuivre, je voulais faire une petite annonce. On va continuer sûrement avec d'autres de ce type de conférences-là. On a développé du contenu à travers les années, puis des spécialités, puis des gens, surtout des gens qui sont capables de vous livrer du beau contenu. On va sûrement avoir d'autres conférences qui vont avoir lieu dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour assurer de nourrir la réflexion sur le développement durable dans la région. Dans un premier temps, je voudrais remercier le CRE de Montréal, le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Ils ont développé à travers les années une expertise sur la question du stationnement. Quand ils ont commencé à travailler sur cet enjeu-là, il n'y avait pas de... Les gens ne voyaient pas nécessairement la nécessité, mais à force de développer une multitude d'outils et de conférences, faire venir des spécialistes, bien, ils ont réussi à démontrer les possibilités de faire un stationnement, je dirais, moins niaiseux. C'est ça qu'on va vous démontrer aujourd'hui. On n'a pas, il faut rendre gloire au CRE de Montréal. C'est eux qui ont développé l'expertise. Puis c'est nous, on reprend. Puis on reprend même beaucoup de leur présentation qu'ils ont déjà faites. C'est avec eux qu'on a développé le guide qui est en ligne aujourd'hui. Il y a beaucoup du CRE de Montréal qui ont développé ça. Mais c'est normal qu'on se copie parce qu'on fait partie d'un réseau on s'entraide. C'est la force du réseau des CRE. Sinon, il y a une limite à la présentation qu'on va faire aujourd'hui. La limite est on s'adresse surtout à l'aménagement et non pas à la politique. La politique de tarification n'est pas abordée dans la présentation. Les limites aussi au sujet de la question de l'urbanisme, les règlements d'urbanisme ne sont pas à proprement touchés. C'est une autre question totalement différente que la ville de Gatineau doit s'adresser éventuellement, mais aujourd'hui, on s'adresse principalement à l'aménagement physique des stationnements. Et juste là, vous allez le voir, il y a un monde de possibilités. Je vais débuter ma présentation. Là, vous voyez toutes les pages ouvertes. Là. Ça ne sera pas très long, juste un instant. Pendant que Benoît prépare la présentation, je voulais vous informer qu'on enregistre présentement la formation pour la mettre sur notre site puis sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez la partager après, sentez-vous bien à l'aise. Puis, sachez que si vous ouvrez votre caméra, vous êtes filmé. Je vais y arriver. Je suis persuadé. Ah, voilà, c'est déjà un début. Bon. Voilà. Alors, vous, comme je vous ai dit, là, comment je fais pour changer? Voilà. Alors, la vision de la présentation, c'est comment le stationnement peut être un outil essentiel pour poursuivre une vision en mobilité et en aménagement durable. Le stationnement est le levier ultime pour la transition en mobilité urbaine. Contraindre, aménager le stationnement d'une façon intelligente, c'est la façon où on peut assurer une façon claire pour amener les gens vers le transport durable. Quand les gens ne sont pas assurés d'avoir une place de stationnement à destination ou qu'il y a une tarification qui les amène vers autre chose, c'est là qu'ils peuvent considérer d'autres modes de transport que la voiture solo. Le premier enjeu du stationnement, c'est l'enjeu de l'îlot de chaleur. Ici, on peut jouer un jeu, c'est trouver votre îlot de chaleur. On peut voir facilement si
Et là, je vais vous montrer. Ici, on voit ici les centres d'achat sur le plateau, Maloney, Grébert, l'île de Hull. On voit vraiment tous les îlots de chaleur. Même dans des... oui, on voit tous les îlots de chaleur et c'est l'enjeu, c'est comment on peut commencer à s'adresser à cet enjeu-là. L'enjeu des îlots de chaleur est connu, là. La différence entre une place, un endroit précis où il y a des îlots de verdure et des îlots de chaleur amène une transformation du tissu urbain. L'exemple que j'aime bien donner, c'est celle-ci. C'est une carte qui a été prise, des relevés thermiques qui ont été pris au même moment, à la même journée, dans différents lieux à proximité. On voit qu'il peut y avoir une différence de température de 17 degrés entre deux endroits qui sont surminéralisés ou pas. On a un jeu, les stationnements sont des îlots de chaleur. Comment on peut faire pour diminuer l'impact de ces îlots de chaleur-là dans nos villes? Très important dans un contexte d'adaptation au changement climatique. La deuxième question, c'est la question des surverses. Ici, il y a une nuance à faire entre les surverses et les inondations. Les surverses, c'est qu'est-ce qu'on peut... on peut parler des flash flows. C'est les averses soudaines estivales. Il y en a de plus en plus. La photo qui est représentée ici, c'est une photo de flash flow. C'est une averse estivale. C'est ça qu'on a connu en 2011, le 1er juillet 2011, qui avait amené des glissements de terrain en Outaouais, entre autres le déraillement du petit train, du train de Wakefield. En aménagement davantage les stationnements, on peut assurer une plus grande rétention d'eau et une diminution des risques de surverse et d'inondation estivale. Sinon, bien sûr, la question de créer des alternatives à la voiture solo et la congestion, un enjeu qui est bien important. Il y a des contextes comme en ce moment, on se rend compte qu'il y a des moyens, des façons où on peut arriver à revoir la façon de travailler. Petite note éditoriale, j'ai l'impression que dans le futur, on va être capable de sortir plus facilement l'argument du télétravail puis démontrer la possibilité qu'on a de travailler à la maison et de diminuer la pression sur notre système autoroutier. La question de la subvention inéquitable de l'automobile. Le stationnement n'est pas gratuit. Le stationnement gratuit est une illusion, puis le stationnement, la façon qu'on est arrivé à le développer, ben, c'est que en obligeant la création de stationnement pour toutes les nouvelles constructions, ben, on vient à subventionner la voiture. Et cette obligation-là vient par les normes minimales. Il y a une grande réflexion à avoir sur les normes minimales sur lesquelles on insiste. Les normes minimales n'existaient pas avant les années 30. Et depuis ce temps-là, ben, plus on a amené les normes minimales pour la création de stationnement, ben, plus ben, on a nourri la bête, puis on est venu être plus dépendant de la voiture. Voici un exemple de qu'est-ce que le coût d'une place de stationnement. Alors ça, on prend juste le cas de le stationnement de surface en banlieue. Alors, par mois, le stationnement de surface en banlieue, c'est 67 $ par mois pour la création et la maintenance d'une place de stationnement. Alors, quand on va chercher nos tomates au IGA, ben, il y a un coût dans notre coût de la tomate ou notre boîte de céréales qui est relevé dans le 67 $. Il faut être conscient de ça. Dans le cas... Ah non, même c'est plus que ça. Pardon. Oui.
Alors, c'est par jour, c'est 2,36. Et dans le cas d'un stationnement dans un centre-ville, ben c'est 12,65 qui un stationnement à plusieurs niveaux, un stationnement souterrain, c'est 12 par jour le coût de maintenance et de création de ce stationnement-là. Quand un employeur offre le stationnement gratuit à ses employés, ben, il y a un coût qui doit être assumé. Ce n'est jamais gratuit le stationnement. Il faut avoir ça en conscience, en tête quand on met en place des politiques de transport dans une entreprise ou une municipalité. Vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations sur le stationnement, comme je viens de le décrire, là, sur le site du CREA Montréal. Je vous ai donné le lien ici. C'est un document sur lequel je me suis référé très souvent, qui donne des informations qui sont vraiment extrêmement intéressantes et pertinentes lorsqu'on vient à établir une politique de stationnement et mieux comprendre l'impact du stationnement sur le tissu urbain. Sinon, un autre enjeu par rapport au stationnement, c'est un frein à la biodiversité. L'image qui est ici le démontre très bien. Il n'y a pas grand-chose de beau qui pousse dans un stationnement conçu d'une façon simpliste. On peut arriver à faire des poches de biodiversité dans des stationnements qui sont mieux conçus. Ça va devenir de plus en plus important et recherché de mettre en place ces poches de biodiversité. Finalement, ben, le stationnement amène une dégradation de la qualité de vie. Le piéton se trouve toujours comme un chien perdu dans une allée de quilles quand il se promène dans des stationnements de ce type-là. Le citoyen n'a pas sa place dans ce type d'endroit-là. Et pour avoir accès à ce type de commerce-là, bien sûr, il faut y aller en voiture. Il n'y a pas d'endroit où les piétons peuvent y avoir accès. C'est toute la question de la politique et le positionnement du stationnement par rapport à l'accès aux piétons. Je peux vous donner l'exemple de la municipalité de Chelsea. Eux privilègent, obligent les commerces en bordure de rue et les stationnements en arrière pour s'assurer que les piétons puissent avoir accès le plus facilement possible au commerce. On va travailler plus tard sur la priorisation pour l'Outaouais. C'est quoi, selon vous, quelle devrait être la priorité? Juste pour amener une conversation, quelle devrait être la priorité pour les gens de l'Outaouais en termes les priorités qu'on devrait pousser au niveau des municipalités dans les changements réglementaires? Je pense que c'est ici. Ah oui, je continue. Sinon, un autre outil qui a été mis en place et qu'on considère pour la région, c'est d'amener une attestation pour le stationnement éco-responsable. C'est le CREA de Montréal, encore une fois, qui ont su ça. C'est une attestation pour reconnaître les stationnements qui sont mieux conçus. D'un côté, il y a le réglementaire comme on l'a amené à la ville de Gatineau, mais aussi on peut y aller avec en reconnaissant les bonnes actions. Alors, ils sont arrivés à développer une attestation. 60% des points sont attribués pour le verdissement, la gestion de l'eau, le revêtement au sol et les dimensions. La place au transport alternatif, c'est-à-dire pour les piétons, les cyclistes, les classes préférentielles pour certains types de clientèle. La construction et le côté convivial pour s'assurer qu'il y ait de la place à la biodiversité. Et finalement, ben, c'est en amont, ça c'est peut-être plus les politiques, c'est comment on le structure pour qu'il y ait entre autres, la tarification, une optimisation avec les commerces limitrophes. Et s'assurer aussi que, comme dans l'arrondissement de Ville-Saint-Laurent, tous les stationnements d'entreprises de 100 employés plus, je ne me trompe pas, doivent avoir un plan de gestion des transports. C'est-à-dire que l'entreprise doit faire affaire avec des consultants. Ici, on peut penser à Mobio qui peuvent assurer ce type
de services-là pour assurer une meilleure gestion des transports et des alternatives pour les employés. Voilà, ça termine ma partie. À toi la parole, Gabriel. OK, merci beaucoup. Vous allez pouvoir consulter spécifiquement des solutions par rapport à chacun des volets, là, par exemple, plan de gestion, transport collectif, tarification, des solutions spécifiques à ces enjeux-là dans le guide je peux vous envoyer le lien à travers le chat à la fin de la formation. Le lien sera aussi disponible dans la description du vidéo sur notre chaîne YouTube et sur le site. Essentiellement, c'est ça, on a repris les critères de l'attestation pour aller un peu plus loin et aller chercher des solutions comment différentes municipalités ou différents stationnements privés ont décidé d'appliquer ces solutions-là. C'est décrit en détail, donc vous pourrez vous inspirer de toutes ces solutions-là à travers le guide. Je me permets de présenter Geneviève. Geneviève travaille à la politique environnementale. C'est elle qui s'occupe de... Est-ce que tu es là, Geneviève? Oui, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Okay. Geneviève travaille à la politique environnementale. C'est Geneviève qui s'occupe de la politique de l'eau. Comme ça, je pourrais le dire? Oui. À toi la parole. Parfait. Bon, bien, bonjour tout le monde. Je vais débuter avec ma présentation. Share. Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Oui. Oui. Parfait. C'est voilà. Donc, bonjour. Comme on a mentionné plus tôt dans la conférence, je vais vous parler du projet d'aménagement du stationnement écologique au parc du lac Beauchamp qui a été réalisé en 2018 et fini en 2019. Donc, dans ma présentation, je vais vous faire un petit peu une présentation du site, les enjeux du lac Beauchamp, pourquoi on a réalisé un stationnement éco-responsable. Ensuite, les études qui ont été réalisées, un petit résumé de ce qui a été conclu, les différentes installations au niveau du stationnement, les défis qu'on a rencontrés, les bons coups, un petit mot sur le budget, puis je vais pouvoir répondre à des questions s'il y en a par la suite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le parc du lac Beauchamp, une petite carte qui le situe en plein cœur de la ville de Gatineau, dans le secteur de Gatineau, dans l'est de la ville. Donc, c'est un éco-territoire de 213 hectares qui a été créé en 1970 et on peut voir qu'il est vraiment bien entouré de surfaces imperméables. Donc, de là l'importance de conserver ce parc pour vraiment, c'est le poumon de l'Est de Gatineau, si on peut dire, jusqu'à un certain point. Et en plus, c'est le seul point à l'eau naturelle dans l'Est. Nous avons accès à l'eau plus dans l'Ouest, de façon naturelle avec des plages sur la rivière, mais au niveau de Gatineau, c'est vraiment, et même Buckingham, il n'y en a pas, on peut avoir accès à aller se baigner à une plage au lac Beauchamp. Donc, il y a plusieurs activités qui se font soit dans le parc ou soit sur le lac. Dans le parc et le lac, c'est vraiment un lieu de prédilection pour faire du plein air urbain. Si on ne va pas dans le parc de Gatineau, c'est vraiment plus central pour le secteur Gatineau, où on peut faire la baignade, du canot, kayak, la pêche. Il y a beaucoup de pêcheurs quand même sur le lac. De la randonnée, il y a beaucoup de sentiers dans le parc et aussi du vélo de montagne. L'hiver, on peut faire de la glissade, du patin sur le lac, de la raquette dans les sentiers, du ski de fond. L'initiation à plusieurs sports, été comme hiver, pour les familles. Donc, nous avons la chance d'avoir ce site-là en plein cœur d'une ville. Donc, on veut le conserver. Mais le lac vieillir prématurément, si je peux dire, vieillir rapidement, sa qualité de l'eau se détériore. Et on peut voir sur la photo, une des raisons principales, c'était l'érosion causée par le mauvais drainage des eaux pluviales. Donc ça, c'est une photo avant les travaux. Au printemps, des crevasses comme ça partout sur la plage, l'eau se rend vers le lac. Donc ça a un impact sur la qualité de l'eau du lac.
avec plusieurs facteurs qui sont alarmants. On peut constater la présence d'espèces exotiques envahissantes, telles que le Myriophylla-epi. Ça, c'est les bateaux qui viennent pour pêcher. C'est les gens qui ont apporté cette plante-là. On voit des algues filamenteuses en abondance sur le lac, donc essayer de stopper les apports de phosphore. La transparence de l'eau est très faible, on a à peu près 1 mètre de transparence, donc c'est une eau qui est trouble. Il y a beaucoup de matière en suspension. On a trouvé des poissons morts sur la berge un printemps, là, il y a quelques années, qui démontrent qu'il manque d'oxygène dans le lac, et il y en a sûrement dans le fond du lac. Ce qu'on a vu sur le bord, c'est vraiment lorsque la glace a calé. Avec le retournement de l'eau, ça a fait en sorte qu'il y a des poissons qui se sont retrouvés sur la berge qui étaient morts. Donc, nous avons de l'anoxie, un manque d'oxygène régulièrement dans la colonne d'eau. Le fond de l'eau manque d'oxygène pas mal tout le temps. Là. Donc, en fonction des différents brassages au niveau des saisons, ça se recharge en oxygène, mais il y a plus de consommation que de production. Et les paramètres physico-chimiques, donc au niveau de la qualité de l'eau, le phosphore, l'oxygène, la salinité, le pH, tout ça, c'est des pH c'est des paramètres qui nous donnent un peu une indication que le lac est en mauvais état. Donc, on doit s'en occuper. Ça, c'est une photo qui, justement, démontre les algues filamenteuses qu'on peut retrouver des fois sur le lac. Le but, c'est de ne plus avoir ce genre d'algues apparentes sur le lac. Ici, ça, c'est le stationnement avant. Là, le stationnement est plus haut. Donc, la configuration, la pente, l'eau arrivait ici. Tout l'eau du stationnement arrivait à ce point bas-là, qui avait une rigole asphaltée, puis après ça, des roches, du sable plus bas, puis le lac. Donc, l'eau du stationnement, du rond-point, de toute la section qui maintenant a été réaménagée, était conçue pour l'évacuation de l'eau pluviale vers le lac. Donc, c'était comme ça à l'époque de la construction du stationnement, mais ce n'est pas approprié pour la qualité de l'eau du lac. C'est pour ça qu'on a ciblé principalement le réaménagement du stationnement. Et afin de nous appuyer dans toutes nos démarches, nos présentations au conseil municipal, tout ça, pour avoir les sous nécessaires de réaliser ce projet, quand même de grande ampleur, on a fait faire des études en 2014, en 2015 et en 2016 sur différentes pistes de solutions, le suivi de la qualité de l'eau, afin de vraiment avoir un portrait complet et finalement un plan de gestion qui nous a amené dans un plan d'action. Un plan d'action pour sauver le lac. C'était un peu le mandat. Pour sauver le lac, c'est un grand mandat, mais il y a plusieurs actions qu'on peut faire. La première, avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'était d'améliorer la situation qu'on peut contrôler. Donc, c'est vraiment répondre aux problèmes d'érosion qui détériorent la santé du lac. Donc, c'est vraiment la cause principale qui fait en sorte où on peut avoir du contrôle. Parce que le lac, nous, c'est un lac qui n'a pas de ruisseau ou de rivière qui l'alimente. Il est alimenté par des ruisseaux intermittents connectés à des milieux humides. Donc, ça aussi, c'est un enjeu, mais on ne peut pas le contrôler. Mais on peut contrôler la partie internalisée, donc les stationnements et les aménagements à la plage. Donc, c'est pour ça que nous avons entamé notre phase 1 du plan d'action, qui est de réaménager le stationnement. Il y a plusieurs stationnements autour du lac Beauchamp. On a attaqué le plus petit, mais celui qui est le plus près du lac, celui qui avait le plus d'impact sur le lac, avant de toucher aux autres là, qui ont moins d'impact, étant donné leur situation, puis aussi une bordure de forêt qui filtre. Là, ici, l'eau, c'est clair, elle se rendait directement dans le lac en amenant beaucoup de sédiments avec elle. Donc, on voit des photos aériennes par drone, là, des photos par drone à travers la présentation qui ont été prises par CIMA après les travaux l'automne dernier. Donc, c'est une des raisons pourquoi on voit certaines plantes, là, pas nécessairement optimales, c'était à l'automne, puis c'était assez frais, là, on vient de le terminer. Donc, on est fiers d'être le premier stationnement écologique par la ville, puis aussi sur le territoire de la ville de cette ampleur-là.
Il y a des petits stationnements qui ont des bons modèles, mais de cette grosseur-là, au niveau que la ville fait, c'est la première fois. Et l'objectif était vraiment de diminuer les eaux de ruissellement qui détériorent la qualité d'eau du lac, comme je vous ai mentionné. Donc, on a mis beaucoup de biorétention. Donc, un des éléments qu'on a installé pour faire de la biorétention, c'est les cases de pavés alvéolés qu'on peut voir sur la photo. Ici, ça fait 4 cases. Il n'y en a pas énormément parce que c'est un peu une façon aussi de le tester, parce qu'il y a certaines contraintes là, ou réticences, je dirais, au niveau de la ville ou au niveau de l'entretien, tout ça. Donc, puis ça augmente beaucoup les coûts aussi, là. Donc, on a mis des cases alvéolées ici, c'est pour 4 cases, pour les bornes de recharge, pour les voitures électriques. Puis, on a 2 autres cases proches du chalet qu'on va voir sur une autre photo pour gérer les eaux pluviales. Donc, ici, on a des cases alvéolées avec de la terre à l'intérieur et des semences. On a mis des semences de trèfle blanc. On voit que ça n'a pas tant, c'est pas optimal. Peut-être que l'été prochain, ça va être mieux. On a semé en une période de sécheresse. Donc, on a eu de la difficulté à faire partir les semences. Il va peut-être falloir retravailler ça. Donc, la photo à droite, c'est vraiment les cases qui ont été utilisées là, en plastique recyclé, qui diminue beaucoup la sécheresse dans les cases, comparativement au pavé alvéolé en béton où la portion où il y a de la terre et les semences va s'assécher plus rapidement à cause que puisque le béton va capter la chaleur, l'accumuler, puis va assécher le terreau. Tandis qu'en plastique, ça ne fait pas cet effet-là là, de sécheresse dans les cases. Donc, on a utilisé ça et c'est facile l'installation, facile à couper, c'est pas lourd à transporter. Et s'il y a un bris, c'est facile de le changer. Donc, c'est ça. Sur la photo ici, à droite, derrière, il y a le chalet. Donc, ici, il y a 2 cases aussi avec du pavé alvéolé. On voit un jardin, c'est un rond-point, là, un jardin de pluie au centre. Donc, je pense que j'ai dit des choses qui sont écrites là. Donc, capacité de charge est très élevée, ce qui permet aux véhicules lourds de circuler. C'est aussi une de mes contraintes par rapport aux camions qui doivent circuler, les camions de livraison, tout ça. Donc, il fallait avoir une bonne capacité de charge. Puis, évidemment, ça prévient la compaction du sol et on peut les remplacer. Si, par exemple, lors du déneigement, la gratte coupe un coin, c'est pas dramatique, ça va pas le déplacer, ça va le couper. Ou sinon, on peut remplacer facilement, c'est comme un petit casse-tête, les alvéoles. Geneviève? Oui. On a une question ici pour toi de la part Oui. d'Alexandre Demers. On demande où vous avez trouvé vos alvéoles. Ou quoi? Votre fournisseur, c'est bien le site Internet, oui, le site Internet qui était en bas, à droite? Oui, c'est ça, c'est EcoRaster. OK. C'est mentionné là. Mm-hmm. Parfait. Est-ce que ça vous convient comme réponse, Alexandre? Merveilleux. Oui, ça vous convient. OK. Parfait. N'hésitez pas, merci, parce que je ne vois pas les questions. Non, moi non plus, je ne voyais pas les questions. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Parfait. Ça va me faire plaisir si jamais là, vous pouvez m'envoyer, à la fin, j'ai mon courriel. Là, vous pouvez m'envoyer des courriels aussi, puis je peux vous donner, dans le fond, où les produits ont été achetés, puis c'est quoi les modèles, tout ça. Mais on me dit ici qu'il y a un autre type d'alvéole aussi qui est disponible. Il y a plusieurs types d'alvéoles différents. Moi, il faut que je rentre dans un processus d'appel d'offres où je ne peux pas dire spécifiquement lequel que je veux avoir, mais il fallait, moi, j'étais plastique recyclé. Après ça, c'est le sous-traitant ou le contracteur qui m'a soumis, dans le fond, puis ça répondait aux exigences, mais je sais qu'il y a plusieurs types d'alvéoles en plastique recyclé possibles. Ça va? Parfait. Merci. Ensuite, les jardins de pluie. Sur le site, dans le projet au complet, nous en avons 4, mais dans le stationnement, il y en a 2. Donc, celui qu'on voit sur la photo. Anciennement, c'était un rond-point de gazon avec 2 arbres et une poubelle. Maintenant, ce jardin-là a une utilité. En fait, c'est lui qui capte le plus d'eau du stationnement. En fait, la majorité de l'eau va vers ce jardin de pluie-là. Donc, sa principale tâche, c'est d'emmagasiner, traiter, évacuer l'eau de ruissellement
afin de diminuer l'érosion vers le lac Beauchamp. Diminuer les îlots de chaleur, évidemment, on ajoute beaucoup de végétation et on attire aussi les insectes pollinisateurs et favorise la biodiversité. Ça, c'est un souhait. Je pense que ça va arriver avec des fleurs, tout ça. C'est des plantes indigènes qui ont été plantées, beaucoup de fleurs sauvages, donc ça va attirer comparativement à juste du gazon ou de l'asphalte, ça va augmenter la biodiversité. On peut voir ici une bordure, tout le tour, les bordures sont hautes parce qu'on est dans un rond où les voitures circulent, mais à des endroits spécifiques, il y a les pentes au niveau de l'asphalte. Ça a été pensé pour diriger l'eau vers ces endroits-là où les bordures sont abaissées pour permettre l'entrée d'eau. Ici, c'est le jardin, on voit sur la photo le jardin qui fait la grandeur du stationnement qu'on voyait plus tôt là, au niveau de la photo par trône plus haute. Donc, on a retiré complètement une rangée de cases de stationnement de voitures pour le remplacer par un jardin de pluie. Ici, les bordures sont abaissées pratiquement tout le tour. Il nous reste à installer des bollards, ils ne sont pas faits encore pour éviter que les voitures aient dedans. Mais le but, c'est que tout l'eau rentre dans le jardin de pluie ici. Afin de diminuer ou retenir les contaminants, tels que les sédiments, l'azote, phosphore, métaux, sels de déglaçage, micro-organismes pathogènes, de l'essence, de l'huile, etc., là, tout ce qui peut se retrouver dans un stationnement qu'on ne veut pas qu'il se retrouve dans l'environnement ni dans un lac. Ici, c'est un jardin de pluie en coupe pour ceux qui veulent voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière ça. Ici, au-dessus, on voyait sur les photos là, de la grosse pierre, de la pierre de rivière qui a été mise par-dessus pour infiltrer l'eau. Ensuite, en dessous de la pierre de rivière et du sol de plantation, on a des plantes aussi qui sont dans le jardin. On a une membrane géotextile qui sépare le sol de plantation avec la pierre nette au fond pour permettre l'infiltration de l'eau dans le sol. Et pour des mesures de sécurité et de précaution, en cas de grande pluie ou alors de la fonte des neiges le printemps, le sol est encore gelé, il y a plus d'eau, nous avons un trop-plein. Donc, le trop-plein, faut que l'eau se rende à ce niveau-là pour rentrer dedans. C'est vraiment une mesure de sécurité. La majorité du temps, l'eau ne va pas rentrer dans le pluvial, mais c'est connecté à tout un réseau pluvial qu'on voit ici. Donc, ici, au niveau du stationnement, c'est le jardin de pluie qui traverse le stationnement. Il n'y a pas de réseau pluvial, mais les flèches rouges, c'est où là, c'est connecté. Ici, c'est l'autre jardin qui est là. Donc, il y a un trop-plein ici qui connecte à un réseau pluvial qui descend plus bas avec d'alternance ici entre de la biorétention, c'est des fossés végétalisés, et le réseau pluvial pour arriver à l'exutoire du lac. Ici, c'est une photo de la partie exutoire du lac. On a rajouté un autre frein à la vitesse de l'eau parce que dans le pluvial, l'eau, si elle s'irrend, elle va courir rapidement puis se rendre au lac sans nécessairement avoir le temps de rentrer dans le sol, malgré certaines petites fossés végétalisés là, où l'eau sort du réseau pluvial pour y rentrer plus tard. Ici, c'est de l'enrochement avec de la grosse pierre. Pour diminuer le débit de l'eau à l'entrée du lac et aussi l'infiltration à travers ce processus-là à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait une question ici de Sarah, de Québec. Quel entretien nécessitent les jardins de pluie? Le but, c'est de diminuer l'entretien le plus possible pour rendre les jardins de pluie le plus naturel possible, parce que aussi nous sommes dans un parc. Donc, moi, le but, c'est de remettre un peu la nature sur place. C'est qu'on a fait beaucoup de plantations. C'est peu d'entretien. Par contre, évidemment, il faut quand même retirer les déchets qui peuvent se retrouver, faire un petit ménage de printemps. On peut aussi couper les plantes à l'automne, comme on fait dans une plate-bande, mais c'est pas, pour moi, c'est pas obligatoire. C'est ça, pour avoir, tout dépend là, du niveau de propreté qu'on veut avoir dans les jardins de pluie, mais il n'y a pas nécessairement, c'est pas obligé que ce soit un entretien très élaboré.
Puis dans le stationnement, le jardin de pluie qu'on avait, qui traversait le stationnement, il n'y avait pas d'arbres dedans, c'était juste des petites plantes. Il n'y a pas d'arbres à cause de la luminosité des lampadaires. C'est une raison de lumière, de sécurité, là. C'est un endroit éloigné dans le parc. Mais donc, s'il y a des arbres, on peut peut-être ramasser s'il y a des glands, des choses comme ça, là, qui peut boucher. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est que les roches se colmatent par de la matière, des sédiments, ou le sel ou du sable. Tout dépend c'est avec quoi que le stationnement est déneigé. Est-ce que ça répond à la question? J'imagine que oui. En tout cas, moi, je suis, oui, ça reste satisfaite. Est-ce qu'il y a eu à gérer des craintes que des ingénieurs, que l'eau s'infiltre sous les fondations de l'infrastructure? Au niveau du chalet? David, est-ce qu'il y a eu à gérer des craintes? Mes Par craintes? des ingénieurs, tu sais, que l'eau s'infiltre sous les fondations de l'infrastructure? Non. Non, parce que l'eau est dirigée vers tout un réseau pluvial. Donc, s'il y a trop d'eau, ça s'envoie. Puis, on est sur aussi, vous allez voir plus tard, un des enjeux, des problématiques rencontrées, c'est le roc. Là. On est vraiment sur du roc, il faut le dynamiter. Donc, pour nous, c'est pas un problème. Ah, wow. Oui, c'était sous le stationnement. Ben non, c'est vraiment, c'est pas un problème. Puis, Les est-ce qu'il y a, enjeux, c'est au niveau est-ce qu'il y a un du problème de saturation du système? Et à ce moment-là, il faut le nettoyer? Ben, on verra avec le temps, mais c'est sûr qu'il y a un certain nettoyage qui doit être fait pour éviter le colmatage, parce que si tout se colmate, l'eau ne rentrera plus. Mais c'est tout nouveau, je ne sais pas encore. Mais je pense que c'est pas supposé. Puis, une autre question de Martin Bisson. Pourquoi les surplus d'eau des jardins de pluie sont évacués vers le lac au lieu de la forêt? La forêt, c'est autour, c'est du milieu humide. Donc, on ne pouvait pas envoyer l'eau dans les milieux humides. C'était pas permis. Puis, en même temps, les milieux humides aussi vont dans le lac. On aimait mieux contrôler l'eau qui va vers le lac. Puis, c'est vraiment exceptionnel que l'eau va se rendre au lac. Je pense qu'au cours de l'été dernier, l'eau n'est pas sortie là, à cette sortie-là du réseau. Donc, au niveau du stationnement, l'infiltration se fait dans le sol. Mais c'était pas souhaitable d'envoyer vers la forêt. On voulait contrôler plus comment l'eau va se rendre dans le lac, parce qu'on a besoin d'ajouter de l'eau dans le lac quand même, mais au niveau de la qualité, ça nous permettait de s'assurer que l'eau se rende au lac, mais de façon moins dommageable. Quand tu dis que ce n'était pas permis, c'était au niveau du ministère, je présume. Oui. Ministère de l'Environnement. Parfait. Merci. C'est pour cette raison aussi que notre conduite pluviale arrête à ce niveau ici, parce qu'après, on était aussi dans la bande riveraine. C'était avoir continué le pluvial directement pour le sortir au lac. C'était pas souhaitable pour non plus l'eau, mais l'environnement, c'est plus compliqué. Puis moi, je préférais ajouter une section enrochement comme on voit sur la photo là, pour vraiment diminuer le débit. Je peux continuer? Oui, bien sûr. Donc, en plus des jardins de pluie, on a ajouté d'autres aménagements afin de rendre le stationnement le plus éco-responsable possible. Donc, nous avons changé tous les lampadaires qui étaient des vieux lampadaires des années 80. On a mis des lampadaires hôtels avec un détecteur de mouvement. Il s'allume le soir, ça c'est pour la sécurité, mais il y a aussi un photorécepteur, là, selon la luminosité, il s'éteint, il s'allume. Donc, c'est pas des lampadaires d'ailes allumés toujours, là, parce que souvent, c'est ça maintenant, les lampadaires d'ailes sont toujours allumés. On a ajouté des paramètres pour qu'ils soient fermés le jour lorsqu'on n'a pas besoin de la lumière et qu'ils soient allumés lorsqu'on en a besoin ou lorsqu'il y a du mouvement pour les employés. Ensuite, l'asphalte, c'est de l'asphalte qui contient de l'asphalte recyclé à 20% minimum.
Donc, oui, on a ajouté de l'asphalte, mais on a ajouté de l'asphalte recyclé à l'intérieur. On a ajouté des bornes de recharge. Je reviens avec cette photo. Ici, on voit borne de recharge double à gauche et à droite, c'est les bollards avec la base de béton. Si le besoin est là, on est prêt pour installer une deuxième borne double. Les fils, tout le câblage est prêt, est installé. Donc, on n'a pas besoin de briser tout et de recommencer si le besoin est là. Mais présentement, cette borne de recharge double est quand même bien utilisée. Donc, ce ne serait pas surprenant qu'on ajoute une deuxième là, éventuellement. Si je peux me permettre, c'est vraiment ingénieux d'avoir pensé à ça parce que dans les coûts d'installation d'une borne électrique, c'est beaucoup de ça. Du béton, puis l'asphalte à défaire et refaire. Puis un projet peut facilement, d'électrification, peut facilement doubler en coût juste pour des inconvénients comme ça. C'est vraiment ingénieux. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté dans le changement réglementaire pour avoir l'installation du câblage électrique. Dans la définition de stationnement écologique, on ne vous demande pas aujourd'hui d'avoir l'installation complète, mais au moins, de grâce, pensez à installer le filage. De mémoire, là, je pense que le filage, l'électricité, le travail autour de ça, c'est pratiquement le double du prix de la borne. Puis, pour les deux. Donc, c'est beaucoup plus payant de faire ça. Puis, moi, je vois dans l'avenir qu'on va avoir besoin d'une autre borne. Puis, ces cases-là, c'est où il y a les cases alvéolées. Donc, il y a une logique derrière tout ça. Là. Est-ce que vous avez une question d'Éric Perrault? Est-ce que vous avez évalué la possibilité de mettre un revêtement plus pâle au lieu de l'asphalte noir? Oui, c'est une question. On a regardé tous les types d'aménagements possibles. Nous, on est dans le milieu d'un parc. On n'est pas nécessairement un îlot de chaleur en plein centre-ville. Donc, il y avait aussi ce volet-là qui faisait en sorte que ça augmente quand même beaucoup les coûts. C'est pour ça qu'on est allé avec le compromis de l'asphalte recyclé et non un autre revêtement qui aurait peut-être été plus payant au niveau de l'îlot de chaleur, mais on est au milieu d'un parc. On est entouré de forêts et qu'on ne voyait pas nécessairement la raison de faire cette plus-là, mais avoir fait ce stationnement-là au centre-ville ou dans un milieu plus urbanisé, oui, je pense que ça aurait eu une bonne... ça n'aurait pas été de l'asphalte noir. Merci. Okay. Donc, on a ajouté aussi pour les transports actifs, il y avait un sport à vélo à cet endroit-là, puis il était toujours trop plein. Là. Quand les enfants arrivent à vélo, ils arrivent à plusieurs. Donc, on a rajouté un deuxième sport à vélo. On a refait la dalle parce que la dalle n'était pas adéquate. C'était la moitié de la grosseur qu'on voit. Donc, les vélos, ils débordaient dans les plates-bandes, puis là, ça piétinait les plantes. Donc, on a refait l'aménagement. Ça paraît quand même gros, mais ça fait en sorte que les plantes autour, les plates-bandes autour ne soient pas endommagées, puis que les vélos sont bien rangés, puis que ce soit simple d'utilisation. Donc, on a ajouté à cet endroit-là un deuxième sport à vélo et plus bas, proche du lac, on a aussi refait une dalle avec un sport à vélo pour sur la plage, un autre endroit où les gens peuvent mettre leur vélo. Et on a ajouté des bancs en plastique recyclé. On a ajouté plusieurs bancs parce qu'il y a un volet du projet que j'en parle pas parce que ça fait pas partie du stationnement. On a fait un sentier d'accessibilité universelle pour les gens. Mobilité réduite aussi, c'est un lieu très familial. Donc, les parents avec les enfants, les poussettes, la glacière qui vont à la plage, il y avait juste des marches. Donc, on a ajouté tout un sentier d'accessibilité universelle et tout au long de ce sentier, on a ajouté des bancs comme ça, en plastique recyclé. Et aussi, au stationnement, on a ajouté des bancs autour du stationnement pour que les gens puissent s'asseoir, attendre ou regarder les beaux jardins de pluie avec leur papier. Donc, j'ai trois questions pour toi, Geneviève. Alors, pourquoi est-ce que vous avez considéré l'asphalte poreuse? Oui, on a vraiment un document comparatif de toutes les différentes options. Moi, j'ai des contraintes internes au niveau d'une ville où l'entretien et l'aménagement, puis tout ça, c'est les travaux publics. C'est à ce niveau-là que ça peut bloquer. J'aurais aimé ça, essayer ça.
vraiment. Mais là, il y avait trop de on ne sait pas, c'est pas vraiment fait du coup, puis ce que ça va faire, puis ça va casser, puis il faut pas recommencer. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fini avec de l'asphalte. Mais c'est au moins un peu recyclé. Il y a des contraintes internes dans une ville, puis il faut, pour qu'un projet fonctionne comme ça, il faut la collaboration de beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup des travaux publics. Donc, c'est de la négociation. Mais, je comprends très bien ça, mais juste le 20 d'asphalte recyclé, c'est une grosse percée hein, pour la ville de Gatineau. Puis pour les villes dans la région, c'est pas dans la culture des villes d'assurer d'asphalte recyclé. Dans le cas des stationnements, c'est à l'avis de certains un no-brainer. Mais ça pourrait être un autre sujet de conversation. J'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'il y a des contraintes de déneigement avec le stationnement alvéolé? Pour l'instant, non. Cet hiver, c'était notre premier hiver. Les cases proches du chalet n'étaient pas déneigées. C'est en même temps aussi un hiver test. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut la peine de ne pas les déneiger pour les préserver ou pas? Où il y a les bornes de recharge, c'est déneigé. Puis, au proche du chalet, ça ne l'est pas. Fait qu'on va voir vraiment au printemps, c'est quoi, est-ce qu'il y a une différence entre les deux au niveau de la repousse des semences ou de l'état des cases, tout ça. Mais pour l'instant, où on déneige 4 cases, où il y a les bornes, ça n'a pas été un problème. L'entrepreneur, c'est pas la ville qui déneige ce stationnement-là, c'est un entrepreneur privé. Donc, en suivant son contrat, il restait dans la même méthode que le stationnement auparavant. Mais malgré tout, il a fait attention, puis la neige était un peu tapée, n'était pas grattée là, jusqu'aux dalles. Donc, ça allait quand même bien. Mais pour l'instant, ça va. Une dernière question qui vient cette fois-ci. De l'Estrie. Pourquoi ne pas avoir mis des alvéoles sous les supports à vélo? Je ne sais pas, parce que mais c'est une bonne question. Mais au niveau de la ville, il y en a des gabarits ou des protocoles de dimension, puis en dessous d'un support à vélo, c'est une dalle de béton de telle dimension. Moi, j'ai suivi ça, mais ça aurait peut-être pu être une bonne idée. Voilà. Prochaine fois, ça y est. C'est ça. Merci, Geneviève. Mais de rien. Donc, les défis rencontrés, j'ai presque fini. Les défis rencontrés, ça a été un chantier de construction rocambolesque à plusieurs égards, mais le résultat est magnifique. Donc, c'est correct. Avant même de commencer les travaux, on a trouvé des dormants de chemin de fer à l'époque, avant que ce soit un site avec un chalet et une plage. C'était une mine de silice. Donc, il y avait un chemin de fer qui reliait la mine de silice au chemin de fer qui passe. Il y a un chemin de fer qui passe à travers le parc. Donc, les dormants de chemin de fer, c'est hautement contaminé. Donc, et il y avait un volet archéologique à la chose. Heureusement, les fouilles archéologiques avaient déjà été faites dans le passé. Je suis au courant. J'ai découvert tout ça. Donc, il y avait les dormants de chemin de fer étaient connus, mais pas par moi. Donc, il fallait retirer ces dormants-là. Ils étaient en plein dans un jardin de pluie éventuel. Puis, les sols sont contaminés. Donc, il a fallu faire une caractérisation des sols, le retrait des sols contaminés, la gestion de tout ça, parce qu'on veut l'infiltration de l'eau dans le sol. Le sol, il ne faut pas qu'il soit contaminé. Donc, ça nous a retardé de facilement 1 mois. Ensuite, une fois que le chantier a débuté, ça n'a pas pris de temps qu'on a réalisé que le roc était trop dur pour la machinerie. Donc, le marteau, la mèche du marteau a même cassé. La roche était trop dure. Donc, on est venu à l'évidence, il faut dynamiter ou on ne fait pas le projet parce qu'on n'était pas capable de faire le réseau pluvial, qui est la base du projet. Donc, on a pris le temps de faire les approbations nécessaires pour réaliser le dynamitage. Il a fallu dynamiter tout le stationnement, tout le réseau pluvial jusqu'au lac quasiment. Donc, ça c'était impressionnant. Ensuite, nous avons eu à l'hiver 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de la belle neige rapidement, l'hiver hâtif. Donc, il a fallu arrêter rapidement le chantier en décembre parce que le sol était gelé, donc on a manqué facilement 1 mois. Et reprendre au mois de mai 2019. Mais qu'est-ce qui se passait en 2019? Des inondations. Donc,
à Gatineau, on avait des routes bloquées qui retardaient la reprise du chantier. Les gros camions ne pouvaient plus circuler, donc on avait besoin de rendre à l'asphalte, au béton, des camions lourds. Donc, ça aussi, ça retardait un petit peu. Donc, on est arrivé à la fin ou à la plantation. On était rendu au mois de juin, fin juin, début juillet. Et là, sécheresse, chaleur intense lors de la plantation. Donc, on a on a vu là, les semences de trèfle là, dans le pavé alvéolé plus ou moins bien marché, manquer d'arrosage. Aussi, on a du gazon en plaques qui est devenu rapidement jaune. Et on était trop tard dans la saison, mais on n'avait pas le choix. Là. Donc, tout ça va être à revoir là, ce printemps, là, faire les corrections nécessaires là, en fonction de leur hiver. Et on a fait des bons coups. Donc, Geneviève, oui. J'ai une autre question pour toi. Après, on peut répondre aux questions après, mais il y a comme deux. Oui, vas-y. Ensuite, les bons coups, l'amélioration de l'expérience du citoyen, parce que vraiment, avant, les gens descendaient les marches avec une poussette. Donc, maintenant, ils peuvent descendre au lac de façon sécuritaire. Mais aussi, le stationnement est beaucoup plus agréable. On a ajouté des cases pour les familles. Donc, des cases plus larges, les cases de dimension pour le stationnement personnes à mobilité réduite. Là. Donc, on a ajouté des cases à mobilité réduite, des cases pour les familles plus larges. Donc, pour les familles, c'est plus, fait qu'on a moins de voitures. On a élargi les cases de stationnement et on a amélioré cette expérience à travers le projet au complet. Donc, premier stationnement écologique, diminution significative de l'érosion. Moi, je dirais significative, voire on verra au printemps. Là. Moi, je pense qu'il n'y en aura plus vraiment d'érosion. L'augmentation, il y a du sentiment d'appartenance des employés, les citoyens aussi qui utilisent le parc. Moi, je me fais accrocher régulièrement. Merci. Et c'est vraiment, là, ça va donner un bon coup de pouce là, au lac Beauchamp là, au niveau de sa qualité d'expérience. Et finalement, c'est une bonne nouvelle. Le projet est en nomination dans la catégorie environnement. Au gala je me vois pas. Puis au Grand Prix je vois pas tu peux tasser ton... Grand Prix du Génie Conseil québécois. Voilà, je ne voyais pas le grand. OK. On verra si c'est le 11 mai ou pas, là, mais donc avec Cima Plus. C'est Cima Plus qui a réalisé les travaux. Ils ont soumis le projet pour ce Grand Prix. Et nous sommes dans la catégorie environnement dans les finalistes. À suivre si on gagne. Et collaboration, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est une collaboration interservice qui était absolument essentielle, mais qui a été exceptionnelle, étant donné la quantité de services nécessaires dans la réalisation du projet. L'environnement, ça, c'est mon service, les infrastructures, parce qu'on avait besoin des ingénieurs et des techniciens. Ensuite, le site, c'est un site qui est géré par le service des loisirs. Donc, eux aussi avaient leurs contraintes. Services de travaux publics, bien évidemment, les services de communication, les arts culturels pour le volet archéologie, l'urbanisme afin d'obtenir les permis, les autorisations pour répondre au schéma d'aménagement, répondre à toutes les exigences au niveau de l'urbanisme et la direction générale, et sans compter les élus aussi qui nous ont permis de réaliser ça et nous ont donné les fonds pour réaliser ça, qui est aussi exceptionnel. Et en tout et partout, ça c'est le projet global, c'est pas juste le stationnement. Ça nous a coûté environ 1 million, un petit peu plus, pour les travaux et aussi les plans de devis, surveillance de chantier, le laboratoire, la qualité des matériaux, mais aussi la décontamination du sol, tout ça. Et voilà. Donc, je suis là pour vous répondre. Vraiment impressionnant. Merci beaucoup. En fait, je tiens à féliciter pour toute l'innovation, puis comment tu as pu amener ça justement avec les différents services de la ville. C'est de l'innovation. C'est quelque chose qui est nouveau chez vous. Bravo. Ça a dû être un long parcours, mais le résultat est grandiose. Et c'est qu'est-ce qu'on peut espérer comme d'autres percées dans la façon de faire de ce type de travaux-là à la ville de Gatineau? Oui, c'est vraiment une nouvelle façon de faire, mais il faut le vouloir, par exemple, parce que c'est sûr que c'est plus compliqué, c'est plus long, tu peux moins faire tout ce que tu veux parce qu'il faut que tu fasses des compromis, la négociation, comme le stationnement, l'asphalte, tout ça, mais sauf qu'au bout du compte, je suis vraiment fière d'avoir pu réaliser ce projet-là puis que tout le monde
en soit fier et il n'y a pas personne qui est comme ah toi puis ton projet, c'est positif, c'est un projet que tout le monde était derrière moi puis on a fait un beau travail d'équipe. Et ben, là, en fait, si je veux faire un lien entre qu'est-ce que vous avez fait puis le guide réglementaire qu'on a fait, c'est comment on s'adresse maintenant à d'autres promoteurs pour amener ce même type d'innovation. Qu'est-ce que vous voulez amener comme innovation? Le guide qu'on a produit nous permet aux municipalités, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes des municipalités qui nous écoutent aujourd'hui, de sélectionner c'est quoi les enjeux sur lesquels ils veulent travailler. Une municipalité en milieu rural n'aura pas les mêmes enjeux qu'ils veulent adresser pour amener ses promoteurs, ses développeurs à développer d'autres types de stationnement. J'ai une autre question. Il y avait une autre question pour toi. C'était encore une question sur le déneigement. Pouvez-vous pousser la neige au-dessus des surfaces de bio-infiltration? Cela implique-t-il des entretiens supplémentaires pour éviter le colmatage et la décontamination de la nappe? Nous, on ne pousse pas la neige dans les jardins. On va pousser la neige, comme on voit sur la photo, tout le tour du stationnement. Il y a de l'espace pour ça prévu. Puis autour du jardin rond, le rond-point, on a mis des barricades. Donc, s'il y a de la neige qui va dedans, c'est vraiment juste comme le trop plein de la pelle, mais la neige n'est pas poussée dans aucun stationnement. Donc, on n'a pas justement pour éviter une trop grande quantité de neige avec du sel et tout ce qui vient avec. Là. On n'envoie pas la neige à l'intérieur. Sinon, il y a Alexandre qui nous donne une piste de réflexion sur la question des ancrages. Les fournisseurs suggèrent que ne même pas installer les ancrages sur de l'asphalte parce que c'est même ça, c'est pas assez, c'est trop meuble. Que c'est pour ça que le béton est conseillé pour les ancrages, pour les stationnements à vélo. Ah. Vois-tu? Tu as fait la bonne chose. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, prenez mon courriel en note parce que le téléphone, je fais du télétravail, c'est moins pratique. Mais je peux vous répondre par courriel sans problème là, dans les prochains jours. Alexandre pourrait élaborer, il a écrit un peu plus que ça dans les commentaires. Est-ce qu'Alexandre, tu veux rajouter quelque chose? Vous m'entendez, oui? Oui. OK, parfait. Donc, oui, je peux ajouter un petit peu. Donc, ça s'est donné comme que j'ai eu à travailler avec des municipalités puis avec des milieux scolaires pour l'installation de supports à vélo. Et j'ai contacté plusieurs entreprises pour des supports. Je leur ai demandé comment faire l'installation. Puis c'est ça, donc, comme je le mentionnais, presque toutes m'ont mentionné de le mettre sur surface de béton, s'en tenir au minimum. Ils recommandent un certain dégagement de chaque côté là, pour assurer que l'ancrage va bien prendre sans faire éclater ou faire fendre le béton. Et moi, j'ai aussi contacté différentes entreprises qui pouvaient fournir des dalles déjà préfabriquées. Et certaines me disaient, par exemple, pour le perçage, ça pouvait se faire, d'autres pas. Donc, il y a différentes contraintes qui font en sorte que le béton, c'est un bon choix comparé à d'autres matières qui peuvent se rapprocher de ça. Ou, comme je le mentionnais, effectivement, pour l'asphalte. Malheureusement, avec le temps, si tu veux une installation qui va rester permanente puis de qualité, l'asphalte, ça va finir par se fendiller. Puis dans des dalles alvéolées, ce que je vois comme problème, tout comme pour le gazon, c'est que le sol est trop meuble. Donc, avec les changements de gel-dégel, avec le temps, les usagers aussi, parce que là, des fois, on est dans des contextes, c'est pas nécessairement une installation comme à la maison. Les gens peuvent être un peu plus durs. Des fois, il y a des contraintes. Par exemple, on parle de déneigement parce qu'il y a de la neige qui pourrait être poussée ou qui pourrait se taper éventuellement. Donc, si l'ancrage n'est pas suffisamment fort, ben, ça va simplement être. Le support va être déplacé complètement ou arraché. Là. Il y avait une autre question. Oui, ben, Alexandre, moi, je serais intéressé que tu nous donnes les fournisseurs de dalles préfabriquées. On doit en installer une au bureau. Oui, ça va me faire plaisir. Merci. Communiquez avec moi par courriel? Oui. Ben, OK, parfait. Sinon, dernière question de Charles Benoît. Combien de cases de stationnement?
Je me souviens pas, là. On peut compter. On dirait une... 20, 30? Oui. Mais c'est ça, ici, tous ceux qu'on voit à gauche, c'est réservé aux familles. Ici, personnes à mobilité réduite. Ça, c'est les cases normales. Puis ces cases-là, ici, c'est réservé pour les employés. Puis ici, pour les voitures électriques. Donc, il n'y a pas beaucoup pour monsieur, madame, tout le monde. Le but, c'était de diminuer le stationnement, mais on n'a pas diminué sa superficie, on a diminué le nombre de places possibles. Parce qu'avant, ici, il y avait des voitures qui stationnaient ici. Puis ici, les cases sont beaucoup plus larges. On peut voir la différence avec les cases ici. Ici, sont plus larges. Donc, il y a moins de voitures qui peuvent se stationner présentement. C'était un des mandats, c'était de diminuer le stationnement, mais je voyais pas je voulais pas le diminuer en surface. Je voulais le diminuer au niveau en quantité de voitures. Merci. Parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Désolé du petit délai. Donc, Denis est architecte paysagiste, a travaillé sur plusieurs stationnements éco-responsables dans la région de Gatineau. Il va nous présenter un petit peu le processus d'élaboration de ces stationnements-là avec différents choix qui ont été faits pour différents types d'enjeux. Et puis, il va nous parler là, de certaines bonnes pratiques. Donc, à toi, Denis. Bien, regardez. J'avais inséré des planches de PowerPoint entre des séries de photos. Ça semble problématique. Je vais juste défiler les photos tout simplement. Mais écoutez, la première planche, c'était un petit rappel sur la problématique. Îlot de chaleur, grande étendue d'asphalte, puis un drainage rapide des surfaces vers les puisards, puis également le manque de végétation et de diversité, tout ça. Ici, c'est une photo du plateau, un des premiers stationnements qu'on voit. Il y a eu des efforts pour la végétalisation, donc plantation d'arbres dans les îlots. Puis, je pense, selon les standards d'aujourd'hui, c'est peu. Puis, je crois que il y aurait moyen là, d'arrimer avec la retention d'eau dans les îlots, les bandes de verdure, tout ça. On voit ici, finalement, c'est le drain. Vous voyez ma petite pointe, là? Oui. À l'écran, OK. Puis, habituellement, l'intention, c'est de drainer dans les puisards sans trop se soucier de l'environnement. C'est plutôt, c'est ça, un défilé de photos qu'on voit dans le stationnement du plateau. Il y a un effort de verdissement dans les bandes de verdure. Souvent, le problème, c'est le déneigement dans ces bandes de verdure-là. Il faut vraiment faire un bon choix des plantations. Exemple, des graminées au lieu d'arbustes pour s'assurer qu'ils ne brisent pas sous le poids de la neige. Je vais revenir à cette photo-là, mais on voit dans le plateau une aire naturelle, une zone humide, puis seulement une partie du ruissellement de surface va vers ce milieu-là. Je ne crois pas que ça a été l'intention initialement d'envoyer toute la quantité, tout le ruissellement de surface dans une aire aménagée. Mais je crois que je pense que c'est porteur dans l'avenir, on devrait peut-être penser à ce niveau, à faire ça. Cette photo-là présente, on voit tout l'amoncellement de neige qui se fait dans les stationnements, puis ça s'en va directement dans le réseau pluvial. Donc, si certains endroits d'entreposage de neige, on pourrait arrimer ça avec des bassins de rétention secs ou de rétention temporaire. On pourrait récupérer une grande quantité d'eau par cette façon-là. On voit ici encore là, un autre exemple dans le plateau. Donc,
je pense qu'il y a l'idée de départ, c'est d'accumuler ou permettre l'infiltration de neige, d'eau, etc., dans des bandes, des zones de verdure à proximité des aires de stationnement. La même chose ici, Canadian Tire, près du casino, une grande étendue. Toute la neige se rend au petit puisard qu'on voit presque pas là. Puis c'est dommage. Il y aurait une possibilité de faire comme une bande de verdure ici, permettre l'infiltration, le transport lent vers un point de captation ou un trop-plein. Je vais passer, un autre exemple, c'est tout le temps le même principe, drainage rapide vers les puisards. La neige fond, ça rentre dans le système. Donc, peut-être que dans l'avenir, il y aurait possibilité d'intercepter momentanément toute cette quantité d'eau-là, puis promouvoir ou encourager l'infiltration et l'apport d'eau pour les plantations. Je passe directement au premier projet que j'aimerais présenter. C'est le stationnement d'accueil du parc de la Gatineau le long de la promenade de la Gatineau au bout de l'ancien raccordement Gamelin. On a fait ce stationnement-là. Mon collègue de travail a planifié cette aire-là dans les 90. Donc, ça ne date pas d'hier. Puis, on voit toute l'aire de stationnement aménagée autour d'une noue, si on veut, mais d'une dépression pour prendre toute l'eau de surface. Donc, je vous présente le lieu. Et justement, c'est ça. De façon générale, toutes les aires de stationnement sont inclinées vers ce point bas-là, ici, pour capter l'eau. Une noue, si on veut, végétalisée avec des arbustes très rustiques et résistants aussi. Une autre vue, on voit les pentes, là, c'est aucune bordure, donc l'eau va directement dans un point bas, capté. Dans le fond de la noue, ici, il y a une terre végétale qui permet l'infiltration. Et en dessous, il y a de la pierre nette pour permettre encore plus l'infiltration, la percolation. On voit peut-être, c'est une bonne photo là, qui montre l'ensemble des deux côtés en pente vers le point de captation. Une végétation simple, je pense, c'est ça qu'il faut penser. Pas aller trop en détail avec une grande sélection. Parfois, c'est quand les conditions là, sont difficiles, c'est bien d'avoir une sélection plantes pour contrer toutes les sécheresses, tout ça. Mais je pense qu'en bout de ligne, il faut considérer l'entretien des lieux. Il faut garder ça assez simple, le choix de plantation. Puis, finalement, c'est toute l'eau s'accumule. Il y a un trop-plein juste là. Puis, c'est ça, dans les situations d'inondation, finalement, ça va, dans ce cas ici, ça retourne en milieu naturel. En milieu urbain, ça irait directement dans le réseau pluvial. Un autre exemple, encore en milieu naturel, si on veut, c'est les aires de stationnement d'accueil de l'ACCN le long du boulevard Lucerne. C'est moi-même là, qui fait la configuration, tout ça, avec les gens de la CCN, il y a plusieurs années. L'idée ici, c'était d'éviter
d'utiliser de l'asphalte dans les aires de stationnement permettent l'infiltration directement dans la fondation, une fondation de pierre nette, si on veut, pour ne pas créer des problèmes de gel-dégel. Donc, on voit ici, vous voyez bien la photo? Oui, j'espère. Oui, on voit bien. OK, on se replace. C'est l'aire de stationnement Champlain. C'est de petites dimensions. On voit le revêtement de surface, c'est en gravier poreux, qui permet une certaine infiltration. Lors de grandes pluies, l'eau s'écoule là, dans la nature environnante. Toute délimitation est faite par des pierres naturelles plates, locales, dans la mesure du possible, puis pour éviter d'utiliser des matériaux urbains, si vous voulez, dans les parcs. On a une meilleure vue ici de la délimitation, donc contrôle d'accès, tout ça, mais qui amplifie l'ambiance du milieu naturel. Denis, on a une petite question dans le chat. Il y a Mélissa qui demande, j'aimerais savoir s'il y a un répertoire des végétaux à préconiser pour les stationnements. Bien, dans le guide, je voulais en faire mention plus tard, mais vous me voyez à l'écran, je vais vous le montrer. C'est le guide de gestion des eaux pluviales préparé par le rédacteur Gilles Rivard. Je pense que c'est un incontournable. On peut se le procurer sur Internet. Puis, dans ce document-là, il y a des listes de végétaux recommandés. Bien, de façon générale, on peut aller, il y a deux voies, je crois, aller avec des plantes indigènes, rustiques, tout ça, garder la palette ou l'ensemble, le nombre de plantes réduites pour garder ça simple finalement. Puis on peut penser au saule arbustif qui peut absorber des polluants. On peut penser à la quenouille aussi qui absorbe aussi des polluants. Donc, des applications pour la zone humide, si on veut, là. Puis, il y a d'autres graminées, mais j'ai un plan qu'on pourra voir plus tard, là, qui indique certaines plantes que j'ai utilisées. Ça, c'est une autre aire de stationnement le long du boulevard Lucerne. C'est le stationnement des Chênes. Une autre configuration faite pour permettre l'intégration dans son milieu naturel. Donc, c'est des stationnements morcelés du stationnement. On voit l'entrée ici. On accède. Donc, on a contourné certains aires qui étaient déjà plantés là, à certains endroits. Mais celui-là ici, on a utilisé de l'asphalte parce qu'il est déneigé une partie de l'année. Mais vous voyez, aucune bordure délimitant la zone. Encore là, une délimitation de pierre naturelle pour éviter d'utiliser le béton. Finalement, toute l'eau s'écoule dans le milieu naturel. Donc, entre les pierres, il y a des espaces qui permettent l'eau de passer. Évidemment, il y a une petite préoccupation d'entretien là, qui doit être vue sur une base régulière, mais je pense que ça donne un résultat assez intéressant. On voit ici cette bordure-là. Donc, c'est comme une façon, une signature, si on veut, là, pour la délimitation des stationnements pour
des stationnements d'accueil de la CCM. Un autre projet, le troisième, c'est la caserne numéro 6, à l'angle Labrosse et Saint-René. Ce projet-là a été fait pour le compte de la ville de Gatineau en mode pluridisciplinaire. Il y a les architectes qui ont fait l'implantation de base, des ingénieurs qui ont fait les calculs de volume, etc., et identifier les aires de rétention. Je vais les pointer à l'écran. Une petite ici, une autre là, qui prend toute l'eau de surface de cette aire d'accès-là. Une autre aire, bassin de rétention ici. Toutes les zones vertes, finalement, sont des aires de rétention et d'infiltration. Et le principal, c'est un bassin avec retenue permanente, si on veut, là, qui prend toute l'eau du toit. Donc, c'est ça. Les ingénieurs ont tout conçu cette... Là, ici, ça, c'est le plan du site de la caserne. Je vais essayer de faire un zoom. Je ne suis pas sûr si je peux faire un zoom. C'est probable que je ne suis pas... OK. Je ne pourrais pas faire de zoom. Mais, regardez, encore là, je pointe les zones, les petits bassins de rétention secs. Et je mentionne sec parce que ce n'est pas une retenue permanente. C'est d'encourager l'infiltration à ces endroits-là. La même chose ici. Et toute l'eau de stationnement de ce stationnement va dans ce bassin ici. Et encore là, le principal qui prend toute l'eau du toit. J'ai une liste de plantations. J'espérais vous montrer, faire un petit extrait. Mais finalement, si on commence dans les zones humides, c'est la quenouille, du saule arbustif. Dans les sols plus secs, on voit des graminées. La plupart, c'est des graminées. Puis, autres plantes là, adaptées, si on veut. On voit ici une trame, une grille. On n'a pas opté pour des pavés poreux, si on veut, parce que d'avance, toute l'eau s'en va selon une pente faible vers les bassins de rétention. C'était construit là, 10 ans passés, je crois. Donc, je vous montre une série de photos de l'endroit. Donc, beaucoup de graminées. Dans un des bassins, on a fait un mélange là, de trèfle et autres plantes indigènes et peu d'entretien. Beaucoup de cornouillers, si on veut, dans les endroits semi-secs et des graminées et autres couvre-sols arbustifs. Donc, dans chaque bassin, les ingénieurs avaient prévu là, un trop-plein. Donc, lors de grandes inondations, il y a toujours un trop-plein là, pour permettre l'eau de se rendre là, dans le réseau. OK, le traitement, là où est-ce que les bordures sont abaissées, il y a un traitement de surface avec des galets naturels et non pas concassés pour donner un aspect plus naturel, plantation indigène et autres, cornouillers. L'intégration de l'art, c'est vraiment ça qui fait le projet, vraiment, c'est l'intégration de l'art dans une infrastructure naturelle. Ça, je pense que c'était très bien réussi. L'œuvre d'art est par Vigneault, un artiste local. Donc, on voit ici l'usage de graminées, des massifs de graminées, donc qui permet de...
minimise l'entretien. Ici, quelques photos lors de la construction. Donc, on voit un mélange de terre d'une certaine profondeur pour permettre l'infiltration. L'usage de galets, là où est-ce que l'eau s'écoule, qui évite des problèmes d'érosion, sédimentation, tout ça. On le voit mieux ici, là, toute l'eau de la surface du stationnement s'écoule vers ce bassin-là. L'érosion de surface est minimisée par l'usage de galets. Un trop-plein pour lors de grandes inondations. Donc, Denis, on a une question dans le chat de Sarah. Elle demande comment pallier la perte d'efficacité de la biorétention en hiver. Je pense également aux problématiques liées aux épisodes de fonte et pluies hivernales et du blocage des bordures abaissées par la glace. Oui, écoutez, j'ai quelques photos qui suivent qui pourraient répondre à tout ça. Mais on le voit ici, l'autre photo qui viendra, c'est que toute l'eau s'écoule vers ces points-là. Puis, quand il y a un déblaiement de neige, bien, il déblaie la neige un peu plus loin pour permettre l'eau à l'hiver de s'écouler pareil. Donc, j'ai quelques photos qui vont mieux expliquer. Donc, c'est d'autres photos du milieu, donc des grandes étendues de plantes, de choix de plantes, indigènes ou autres. Puis, pour faire un recouvrement là, complet de la zone. OK, ça, c'est une vue du bassin principal qui capte toute l'eau du toit de la caserne. Puis, encore là, il y a une couche de peut-être presque 1 mètre de terre là, qui permet l'infiltration, plus la pierre nette enrobée d'une géotextile sous cette substrat de croissance-là, puis délimitée encore avec de la pierre naturelle. Une autre vue de la zone ensemencée avec du trèfle et autres, des grandes étendues de graminées qui résistent au sel et idéalement indigènes. Encore là, on voit le trop-plein, donc ça permet une captation d'une certaine quantité d'eau déjà calculée et l'excédent va dans le réseau. Une autre vue là, de la même endroit. Donc, c'est une composition simple qui n'exige pas trop d'entretien. Je pense qu'il faut le retenir, il faut en prendre compte tout le temps. Donc, la façon qu'on s'y prend, c'est faire des massifs et non pas aller trop dans le détail, dans la composition. Encore là, usage de galets et de cornouillers qui résistent à sécheresse et inondation. Donc, c'est, je défile les photos. Encore là, on voit ici le trop-plein. Je pense qu'il pourrait être un petit peu plus haut là, dans ce bassin-là, mais c'est le fonctionnement de base. J'ai beaucoup de photos parce que je faisais de la surveillance avec tout ça. Donc, ça permet d'avoir un bon répertoire. Donc, je termine avec quelques autres photos et on voit déjà là le mélange de semences, indigo. Ils ont plein de mélanges de semences de plantes indigènes, vivaces et autres. Donc, on a fait des essais là. Évidemment, je recule. Il y a tout l'aspect de plantes indésirables, si on veut, les mauvaises herbes. Donc, les premières années, il y a un suivi qui doit être prévu dans la charge, dans les opérations d'entretien.
OK, donc ça présente pas mal le produit final qu'on peut voir aujourd'hui. Vous voyez, la croissance se fait bien, les graminées poussent, pas trop de problèmes, aucun problème d'érosion. Et je crois que c'est assez bien réussi là, dans son ensemble. L'hiver, vous voyez, j'espère que ça répondra à la question. Il y a un bon écoulement des eaux. Il faut dégager à l'endroit où l'eau accède au bassin. Ça, c'est une chose à faire. Mais c'est ça, on s'assure que le trop-plein est dégagé, donc qui permettra de drainer les surfaces pendant l'hiver. Et c'est la même chose pour les autres petits bassins. On voit ici, avec une pente, dégager le point bas et permettre l'écoulement pendant l'hiver. Évidemment, il y a du déneigement. Le déneigement se fait directement dans le bassin. Aucun souci pour la protection des plantes. C'est le choix des graminées et autres qui permet ça. OK, un autre projet fait encore de mode pluridisciplinaire. Celui-là ici, c'est avec WSP, les architectes de la région, au centre Pierre-Janet. Les ingénieurs avaient prévu là, une descente ici, un petit point de captation. Moi, dans mon mandat, c'était de prendre cette dimension-là et moduler les abords pour permettre une bonne intégration visuelle et physique d'une petite infrastructure naturelle là, dans l'espace vert en place. Évidemment, il y a des petits problèmes d'érosion qui sont survenus à l'entrée du bassin sec. Ça a été réglé avec la pierre nette, comme on voit ici. Là, c'est lors d'une pluie. Il y a eu des vérifications là, pour voir si l'eau effectivement allait dans le point bas. On le voit ici, c'est la preuve que ça fonctionne, puis qui capte une certaine quantité d'eau de surface. Donc, le produit fini, après construction, il y a peut-être encore, on voit encore le galet de pierre concassée, mais à la longue, il y a un verdissement qui se fait naturel, puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Denis, il y a une question dans le chat. On a une question de Nicolas qui dit combien ont coûté les aménagements éco-responsables à la caserne 6 ou quelle aurait été la différence avec l'aménagement d'un stationnement standard? Il y a une grosse question. Je n'ai pas fait l'analyse et je crois qu'il faudrait faire une analyse là, des coûts comparatifs, faire une analyse comparative. Là, finalement, je n'ai pas. Peut-être les ingénieurs, eux, ont ça, mais je n'ai pas de données comme telles. L'idée, c'est de peut-être la végétalisation des surfaces, pardon. La végétalisation des surfaces avec plantes arbustives vivaces et autres, ben, ça annule le besoin de tonte de gazon pour une chose. Évidemment, c'est ça. L'idée, c'est pas de créer une autre charge d'entretien, mais écoutez, de façon générale, le design exige un résultat simple, exigeant peu d'entretien. Je pense que c'est là la réponse de ça. Puis, bien évidemment, on fait affaire avec du vivant. Il y aura toujours un certain suivi à incorporer dans les charges d'opération. Ça, il faut s'habituer à penser comme ça. J'espère que ça répond un peu.
Si OK. si je peux me permettre de compléter aussi avec une autre partie de l'analyse, c'est qu'on donne une fonction au stationnement qui n'était pas présente avant. Par exemple, cette rétention d'eau qui serait allée sur le réseau pluvial, c'est une réduction de la pression sur le réseau pluvial. Donc, en créant des services dans le stationnement, on se trouve à fournir des services qui seraient opérés par la municipalité ou par tout ce qui est autour, dans le fond. Et puis ça, c'est une réduction des coûts communs, si on veut. Donc, le stationnement se trouve à prendre une partie de cette responsabilité-là en fournissant des nouveaux services. Absolument. Donc, c'est ça, ça n'engorge pas le système de réseau pluvial, puis ça permet en aval d'avoir moins de problèmes d'inondation. Je crois que chaque site ici, même comme on voit la photo à l'écran, si chaque site de développement avait une petite aire de percolation, infiltration ou bassin quelconque qui prend une partie du volume lors de grandes pluies, je pense que c'est ça l'intention là, au bout de la ligne. Un autre projet, on voit ici, c'est le projet de Soprema en Woodstock, Ontario, qui a été fait récemment, en mode pluridisciplinaire, architecture, ingénierie et paysage. Puis encore là, l'idée, c'est, j'aimerais zoomer, mais on voit le bâtiment ici, une grande étendue d'aires d'entreposage et de stationnement en asphalte. Puis, là, ici, on a prévu proposer au nouveau concept 2 bassins de rétention permanents qui n'étaient pas, disons, prévus initialement dans le plan de développement. Finalement, on a réussi à obtenir ou faire ces bassins de rétention-là afin de ne pas engorger, si on veut, le système de réseau pluvial et aussi, avec tout risque de contaminants, on pourrait le récupérer dans les bassins. On avait prévu des quenouilles pour assimiler une certaine partie là, des contaminants. Donc, je vous défile quelques photos de l'endroit. C'est très grand. Ici, en haut, on ne voit presque pas, là, mais c'est l'aire de stationnement et d'entreposage. Une des aires d'entreposage. Et un des bassins de rétention d'eau permanente, si on veut, avec un trop-plein, qui permet là, des canards et autres, là, la faune de s'établir autour. Donc, on voit l'échelle des aménagements, donc qui permet là, de capter, si on regarde l'ensemble, capter l'ensemble de l'eau de surface en excédent, si on veut. Une autre vue du bassin principal. Donc, c'est quand même restreint quand même pour ce qui est de grandeur, là, mais avec des pentes le plus faibles possible pour permettre l'infiltration d'eau dans le sol avant que ça se rende au point bas. OK. Le traitement des rigoles de drainage avec des matériaux naturels encore, réduisant, minimisant les problèmes d'érosion lors de l'écoulement. Donc, ça, c'est fraîchement fait. Là, il y a un recouvrement de gazon, si on veut, là, un peu partout. On le voit encore, les abords, là où est-ce que l'eau passe au-dessus de la bordure, un renforcement des abords pour éviter des problèmes d'érosion. Puis, à des points
bas spécifique, là, il y a comme un traitement de surface aussi, de façon naturelle, avec des galets, pour éviter les problèmes d'érosion. OK, l'autre petit bassin, un petit peu plus loin sur le site qu'on a vu sur le plan tantôt, puis qui vient tout juste d'être construit. On voit qu'il y a un petit peu d'érosion de surface qui est traitée déjà. Donc, une fois stabilisé, il ne devrait avoir aucun autre problème. Finalement, une noue, si on veut, là, pour permettre le transport de l'eau, permettant l'infiltration lors de l'écoulement d'eau vers un point bas. Et renforcement, évidemment, là, des surfaces avec de la pierre pour éviter des problèmes d'érosion. OK. On a une question de Simon qui dit « Est-ce que vous avez réalisé des projets où les sols en place sont argileux et imperméables? » Oui, bien, écoutez, celui-là ici était plus limoneux, si on veut, donc sujet quand même à une certaine érosion, mais qui permet une certaine infiltration, mais on a dû prendre certaines mesures là, pour éviter l'érosion de surface à cause du type de sol. La caserne qu'on a vue tantôt, c'est sur un sol très argileux. Une des raisons pourquoi on n'a pas fait, que les ingénieurs et autres, on n'a pas opté pour les pavés poreux, si on veut, parce que tout l'écoulement des autres surfaces se faisait sur l'asphalte. Donc, aucun besoin pour capter l'eau dans des citernes ou autres et l'envoyer dans des points bas. Qui pourrait être fait. En sol sablonneux, évidemment, ça règle beaucoup de problèmes, là, et ça permet une infiltration optimale, si on veut. C'est un autre petit projet en milieu rural, là, mais encore là, c'est un petit stationnement d'accueil pour une aire d'interprétation du milieu. Donc, on a opté pour un revêtement de sol en gravier permettant la percolation, des limitations avec pierres naturelles et autres. Puis, sur les abords, on a prévu des dépressions pour permettre l'écoulement des eaux sur le site, même si on pouvait l'envoyer dans les rigoles. On voit ici une délimitation du stationnement avec des roches locales, donc qui permet l'eau de passer, aller un petit peu dans un point plus bas, à proximité. Aucun souci là, pour que l'eau, disons, affaiblit la fondation granulaire. Donc, c'est une vue du résultat là, du projet. Et évidemment, l'excédent va dans le réseau de rigoles environnant. OK, je retourne à des stationnements. Je ne suis pas sûr combien de minutes qu'il me reste, là, Gabriel? Il est passé 11 heures, donc on devrait terminer bientôt. Si OK. tu en as encore pour comme 2-3 minutes, ça serait parfait. On pourrait prendre des questions. Je vais faire un petit défilé rapide par rapport aux photos initiales qu'on a vues du stationnement dans le plateau. Il y a des efforts qui se font dans les projets plus récents, végétalisation plus dense, on le voit encore, infiltration, je ne peux pas dire que c'est l'idéal, mais les intentions sont là, permettre l'eau de s'écouler, éviter l'érosion par des revêtements de pierre, un peu de végétalisation. Sauf on voit là, qu'il y a un problème de sédimentation qui se fait d'érosion. Donc, écoutez,
c'est des efforts qui se font là, plus récemment dans le plateau. Un autre exemple, bassin sec, si on veut, la Défense nationale près du casino. C'est une grande infrastructure, ce qui prend toute la cour avant. Je n'ai pas été impliqué dans ce projet-là. C'est des exemples qui se font là, dans la région. Et voici la page du document là, incontournable là, pour ceux qui veulent en savoir beaucoup sur la gestion des eaux pluviales par Gilles Rivard. Je le recommande fortement. Ici, OK, zoom. Je ne peux pas faire de zoom. J'aurais aimé ça. Mais dans ce document-là, il y a comme une description de tous les types d'infrastructures naturelles, bassins, marais, fossés, nus, tranchées filtrantes. Vraiment, c'est une source d'information clé. Et dans ce même document-là, on voit plusieurs images ou exemples de nus, disons, entretenus, nus végétalisés, avec roseaux, tout ça, mais tout le temps avec des baissières, des points bas pour le transport de l'eau à des points bas qui permet une infiltration en cours de route. Là. Et quelques exemples pour compléter de jardins d'eau, de bandes d'infiltration dans les aires de stationnement que j'ai pris sur Internet, tout simplement. Ici, c'est peut-être une façon plus ornementale de faire des jardins de pluie, mais c'est très agréable, très apprécié aussi. Ici, c'est plus avec des plantes indigènes. Il faut s'assurer de pas d'avoir des grands massifs pour éviter que ça soit donner l'apparence disons, mal entretenue. Là. Mais il y a plein d'exemples. Encore là, ici, c'est seulement des graminées qui donnent un aspect, là, qualité visuelle assez intéressante. Ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a plein d'exemples pour s'inspirer. Puis le moment est là pour appliquer tout ce savoir-faire-là. Encore là, dans ce document-là, guide de gestion, il y a des explications pour des bandes filtrantes, pour capter les sédiments avant que l'eau se rende là, dans les nus et autres. Toutes sortes d'informations là, utiles. Et je passe rapidement. Je vais me rendre à mes dernières photos. OK, ça peut être des baissières, là, c'est ça, de façon, disons, des petites interventions qui sont assez utiles là, pour capter l'eau. Puis, finalement, je vais, c'est ça, Low Impact Development Technique, là, en anglais, LID. Donc, il y a plein de bons exemples là, pour s'inspirer des stratégies, toutes sortes de façons à capter l'eau, de transporter tout en permettant la percolation et un bassin rétention sec en aval au besoin. Et donc, je termine avec la photo du plateau dans le sens que j'ai l'impression que ça a été conçu de façon totalement séparée, l'aire de stationnement et l'aire zone humide à proximité. Mais je pense que c'est la voie de l'avenir, intégrer avec le milieu naturel et prévoir des plantations qui vont décontaminer les eaux là, et autres. Là. Donc, c'est une source d'inspiration. Les occasions sont là. Une dernière de Canadian Tire ici à Hull, toute cette fonte de neige-là qui s'en va directement dans le puisard. Écoutez, c'était la façon de faire il n'y a pas tellement longtemps. Puis, je crois qu'il y a un potentiel sur plusieurs sites de rendre ça plus écologique, la façon de faire et permettre d'incorporer
infrastructures naturelles. Ben, j'espère que vous avez apprécié, puis merci pour l'occasion là, de présenter ces projets-là. C'est tout, merci. Super, merci beaucoup, Denis. C'est vraiment gentil, c'était très intéressant. Oui, il y a plusieurs personnes qui demandent les liens pour les documents. Il y a Guillaume du Credo qui vient d'envoyer le lien là, dans le chat pour le document sur la gestion des eaux pluviales. Oui. Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, les autres documents qui ont été mentionnés pendant la formation, tous les liens vont être mis sous la vidéo dans la description YouTube ou sur le site du Credo. Donc, vous pourrez vous y référer. Autrement, donc pour conclure, je veux remercier tous les présentateurs, Maude, Benoît, Geneviève et Denis, d'avoir pris le temps de préparer ça pour nous. C'est vraiment gentil. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire personnellement ou à écrire à Benoît. On peut relayer vos questions aux présentateurs. Et puis, si jamais il y a autre chose, je vous invite à vous référer au guide. Il y a toutes sortes de propositions très intéressantes. Je vais vous partager mon écran un petit instant pour vous montrer, dans le fond, l'étendue des solutions que vous pouvez trouver. Voilà, donc on voit ici une partie sur l'évaluation de l'éco-responsabilité. Il y a vraiment là, toutes sortes de volets que vous pouvez évaluer vous-même après ça quand vous faites un stationnement. Comment prioriser différentes actions? Qu'est-ce qui est c'est ça, prioritaire selon votre contexte? Quelle fonction on peut donner au stationnement qui est vraiment comme bénéfique pour le milieu dans lequel il s'implante? Il y a vraiment toutes sortes d'opportunités. Donc, je vous invite à aller voir le guide. Et puis, merci beaucoup pour votre présence à tous. Est-ce qu'il y avait des questions pour Denis ou pour une autre personne? J'aimerais faire un petit commentaire, si possible. Oui, vas-y. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, en termes de documentation, la norme CSA W200. Je crois que c'est aussi disponible là, sur leur site web. Norme CSA W200 et W201. C'est une source d'information vraiment, elle aussi, incontournable. Merci. Super, merci beaucoup. Puis je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde.